Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs avec Saïdou Anne. Bonsoir et bienvenue dans Regarde d'ailleurs, l'émission consacrée à la Mauritanie et sa diaspora. Avec au sommaire de Remactu, Givon Project s'installe en Mauritanie. Startup Mauritania organise Global Entrepreneurship Week du 16 au 22 novembre 2015. La suppression des visas entre la Mauritanie et 8 pays. On vous dira lesquels dans un instant. Nous développerons ces titres après ce sommaire avec Amadou Kane. Notre invité, c'est l'auteur de l'un des livres les plus commentés en Mauritanie à défaut d'être lu. Il y est question d'emprisonnement, de torture et d'extrajudiciaire. Mohamed Sy, auteur de L'Inferdinal, est notre invité. Avec Mohamed Sy, nous reviendrons sur les aspects polémiques du livre, sur les révélations récentes sur Inal, mais aussi les commémorations et l'aspect judiciaire de cette affaire que certaines qualifient de génocide. Naira Samper a désormais rejoint l'équipe de Regarde d'ailleurs. Nous ouvrirons ensemble le kiosque des Rémi. Naira nous parlera de l'actuel qui a retenu son attention. Amadou Kane reviendra ensuite pour nous dire ce qui se passe sur la toile à travers son regard sur le net. Et ensuite, notre invité Mohamed Sy répondra au questionnaire. Vous savez tout pour le sommaire. Vous pouvez d'ores et déjà réagir sur la page Facebook de l'émission. Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. Tout de suite, place à Remactu avec Amadou Kane. Amadou, bonsoir. Bonsoir Seydou. On commence par Givon Project qui s'installe en Mauritanie. Oui Seydou, Givon Project est une association créée en 2009 aux États-Unis par un Américain d'origine sénégalaise, John Yang. Entrepreneuriat, leadership, santé et lutte contre la faim sont entre autres des domaines d'action de Givon Project qui existe aujourd'hui dans 27 pays. Écoutons son coordinateur en Mauritanie, Mohamed Enval. Oui. Vous savez, les jeunes et les femmes sont l'avenir du monde. C'est pour cela qu'on veut les encourager à devenir de meilleurs citoyens et à servir la communauté. On cible les jeunes talents, les jeunes porteurs de projets et on les forme, on les accompagne. Il est question ici de les mobiliser, de mobiliser cette nouvelle génération outils de leaders qu'il faut se mettre d'abord au service de la communauté et pour les redonner de l'espoir en leur avenir. C'était Mohamed Enfal, coordinateur Mauritanie Givon Project. Vous pouvez écouter l'interview dans son intégralité dès le 15 novembre 2015 à partir de 11h, heure de Paris, sur rmiinfo.com. Passe à Startup Mauritania qui organise le Global Entrepreneurship Week du 16 au 22 novembre 2015. Startup Mauritania est cet incubateur de projets lancé en Mauritanie il y a quelques mois. Après le Startup Weekend de l'année dernière, il s'agit cette année de voir plus grand. Les porteurs de ce projet mauritanien vont rivaliser entre eux mais aussi avec leurs homologues à travers le monde via Global Entrepreneurship Week. Écoutons Mohamed Abdallahi Abbe, chargé de communication de Startup Mauritania. C'est un événement international, c'est une initiative qui vise à mobiliser les jeunes à travers le monde. Ça a été lancé depuis 2008 pour inciter les jeunes à s'intéresser à l'entrepreneuriat. Et ça, c'est pour la première fois que la Mauritanie va participer à cette semaine grâce à notre partenariat avec cette entreprise internationale. Et là, la jeunesse mauritanienne va concurrencer d'abord entre eux, mais aussi avec leurs homologues à travers le monde pour vraiment mettre en place des startups, ce qu'on appelle les jeunes pousses, qui sont vraiment capables de transformer la société pour un avenir plus ou moins radieux. C'était Mohamed Abdallahi Abbe, chargé de communication de Startup Mauritania. Interview que vous pouvez également écouter dans son intégralité dès le 15 novembre 2015 à partir de 12h Paris sur rmiinfo.com. Amadou, on finit par un sujet qui va forcément intéresser les diasporas mauritaniennes. Oui, puisqu'il s'agit de visas, la Mauritanie a signé des accords de suppression de visas avec 8 pays, la Tunisie, l'Algérie, la Libye, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Gambie ou encore la Syrie. C'est à se demander au nom de quoi et de qui travaille notre diplomatie, tant la liste des pays cités semble improbable. Le journal Éveil Hebdo, qui apporte l'information, ne précise pas cependant à partir de quand cette suppression entre en vigueur. C'était Remactu avec Amadou Kane. Amadou qu'on en retrouve en fin d'émission pour son regard sur la toile. Vous écoutez Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. Dans un instant, notre invité Mohamed Sy rejoint sur ce plateau pour nous parler de son livre témoignage L'Inferdinal, sous-titré Mauritanie, l'horreur des camps. À l'instant, voici Nana Mint Ahmed Cher et Horma dans Sadraber.
Vous écoutez Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com. À venir, le questionnaire A, le regard sur la toile et le kiosque de Rémi. À l'instant, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont sur le plateau. D'abord à nos chroniqueurs. Bonsoir Nadal Wakaf. Bonsoir Hamad Sall. Bonsoir à notre cher invité Mohamed Oussi et bienvenue sur le plateau de Regard d'ailleurs. Vous êtes rescapé, on a presque envie de dire miraculé des camps de la mort en Mauritanie et vous le racontez dans ce livre L'Inferdinal Mauritanie, l'horreur des camps, paru en 2000 chez l'Harmattan. Je rappelle rapidement le contexte du récit du livre. En 1990, le régime de Ould Taya a peur et se méfie des Mauritaniens noirs et Peuls en particulier. Quelques années plus tôt, le régime avait fait condamner et exécuter des noirs militaires qu'il a accusés de fomenter un coup d'État. Vous êtes donc Mohamed Oussi, commandant à la Guéra dans le nord de la Mauritanie, tout près de Nouadhibou, où vous êtes arrêté en novembre 1990, emprisonné, puis torturé et libéré et radié de l'armée en avril 1991. Vous racontez avoir vu de vos propres yeux vos compagnons d'armes torturer d'autres compagnons d'armes et les tuer. En préambule du livre, vous écrivez ceci. « Osez regarder la vérité en face, reconnaître l'horreur pour ce qu'elle est. Il n'est pas d'autre issue pour exorciser nos démons. Contribuer à faire la lumière sur les atrocités qui ont ensanglanté la Mauritanie et son peuple et aider à ce que justice soit rendue sans plus. » Est-ce que quand vous écriviez votre livre, vous vous disiez que vous vous engagez dans une sorte de devoir de mémoire? Tout à fait. Je commence d'abord par vous remercier et de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre plateau. Bienvenue, merci. J'ai eu à suivre certaines de vos interviews et avec d'autres débats. C'est fort enrichissant et je vous remercie en tout cas de me donner l'opportunité de reparler de ces événements-là aujourd'hui. La citation que vous venez de donner, elle est de M. Si Mahamadou, du journal, il me semble, l'Unité. Encore un homonyme à vous? Voilà. Bon, donc c'est lui qui a fait cette citation. Oui. Je n'ai fait que la reprendre, c'est pour ça que je ne l'ai pas signée à mon nom. Oui. Bon, et elle date d'une interview que j'avais eue avec lui en Mauritanie même. Et le titre, L'Inferdinal, date de là-bas aussi. Donc ce n'est pas nouveau, c'est juste une continuité parce qu'on avait fait une interview ensemble à notre sortie et c'était intitulé L'Inferdinal. Donc c'est pour la citation. Oui. Maintenant, par rapport aux événements que vous venez de citer. Sur le devoir de mémoire, oui. Oui, je reviendrai un peu là-dessus. Oui. Par rapport aux événements, les arrestations dont vous parlez tout de suite, il y a effectivement aujourd'hui, nous sommes le 10. Oui, c'est la date anniversaire de votre arrestation, je l'ai remarqué, mais l'émission sera diffusée le 14. Bon, vous voyez quand même, il y a ce petit malaise qui est là. Oui. Ouais, et qui me met toujours mal à l'aise parce que du mois de novembre, du 1er jusqu'au 31 décembre, mais les 2 mois, je suis toujours mal à l'aise par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà. Bon, le livre, en lui-même, j'ai toujours eu envie d'écrire quand j'étais en prison même. Et dans ma tête, c'était quelque chose qui devait s'appeler « J'étais soldat ». Bon, compte tenu des horreurs qui ont été vécues sur place, ça a pris une autre tournure, donc l'Inferdinal. Une sorte d'évolution. Voilà, l'Inferdinal. Et je l'ai commencé dès notre sortie de prison. C'était des notes que j'ai prises tout de suite après, mais que j'ai gardées pour moi personnellement. Bon. Quant à la décision proprement dite d'écrire, réellement, elle m'est venue quand j'ai vu disparaître Salah Abdoulaye Moussa et Andaïrou. Que vous racontez dans le livre. Oui. Jusqu'à présent, quand j'évoque ça, ça me fait un peu... Oui. C'est un peu compliqué. Quand je les ai vus disparaître, je me suis promis une chose, c'est que je ferai savoir ça au monde entier si je m'en sortais. Et voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle le livre a été publié. Ça répond à la question du devoir de mémoire. Oui. Très bien. On en vient maintenant au temps qui s'est passé entre votre libération et la publication de ce livre, Hamad Sall. Oui, monsieur Si, vous venez de dire que vous avez l'idée même d'écrire le livre alors que vous étiez en prison, si toutefois vous en sortiez vivant.
il s'est passé une décennie entre le jour de votre libération, presque une décennie, et l'apparition du livre. C'est quand même assez long pour un livre mémoire. Que s'est-il passé pendant ce laps de temps? Bon, il y a eu un bon moment où j'avais carrément un peu peur moi-même de revenir sur les événements. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver la plupart du temps. Beaucoup de prisonniers rescapés ont du mal à revivre. Donc vous avez besoin de prendre du recul. Voilà. Donc il fallait aussi, il y avait trop de haine à ce moment-là. Il faut le dire. Il y avait beaucoup de haine à ce moment-là. Il y avait de la colère. Et il y avait aussi le chagrin, les cauchemars et tout ça qui accompagnaient ça. Je n'étais pas du tout prêt. Parce que j'avais juste une 50aine de pages que j'avais déposées. Bon, il y a eu un déclic qui s'est passé. C'est quand Boy a publié le livre qu'il a publié, j'étais à Walata. Oui. Je me suis dit, il y a une partie qui est relatée et l'autre partie. Donc, quand il y a eu une partie qui a été relatée, je me suis dit, la seconde partie, le complément, je l'ai. C'est là. C'est pas encore, c'est tout prêt et il y a juste à publier. Donc, j'ai repris, je l'ai ressorti, j'ai complété avec quelques témoignages, plus les souvenirs que j'avais. Donc, le voilà. C'est à ce moment qu'il est sorti. Mais je pense que le contexte à l'époque, dans le contexte dans lequel il a eu à apparaître, faisait qu'il y avait déjà du recul. En 2000, oui, ça faisait qu'il y avait déjà du recul et qu'à partir de ce recul-là, on pouvait relater ça avec beaucoup plus d'objectivité que ce qu'il y avait, la haine qui ressortait dans les premières pages. Quand bien même que Boultaya était encore au pouvoir en 2000 en Mauritanie. Absolument. Absolument. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, l'Enferdinal, le résumé a été fait à partir de Nouakchott même, oui. Dans le journal de Sima Amadou dont je vous ai parlé. Oui. Bon, donc, ce témoignage, il existe encore dans les archives. Si vous arrivez de le lire, vous verrez que c'est un condensé de ça. C'est juste le résumé de ça qui est là. Donc, le fait que Maouia soit là ou ne soit pas là, ça n'avait aucune incidence là-dessus. On va remonter encore plus loin dans le temps avec la question de Nada sur les... Bonsoir, monsieur Essi. Bonsoir. D'abord, j'aimerais dire que j'ai lu avec un grand intérêt votre livre, L'Enferdinal, un livre émouvant de multiples sentiments. On a vraiment besoin de lire les gens qui vont de vous écouter, les gens qui vous ressemblent, qui ont subi des injustices en Mauritanie, pour éviter toute falsification de l'histoire de la Mauritanie. Alors, j'aimerais parler de la tentative de coup d'État de 87 et la diversité de l'opinion publique en Mauritanie. Tout en sachant quand même qu'il y a eu des innocents qui ont été exécutés alors, ils n'ont pas été impliqués dans le coup d'État de 87. Certains disent, par exemple, pensent que quand même quand on mène un coup d'État, on s'attend à qu'on soit arrêté ou jugé devant le tribunal. Par contre, je ne suis pas en train de légitimer les crimes contre l'humanité à l'époque. Mais j'aurais quand même dit que quand on mène un coup d'État, on s'attend qu'on soit arrêté. Est-ce que vous pensez pas que les gens qui ont été impliqués dans le coup d'État de 87 ne doivent pas être jugés ou arrêtés, tout simplement? Moi, mon opinion là-dessus sur 87, c'est qu'effectivement, il y a eu une tentative, bon, si on peut l'appeler comme ça. Il y a eu un projet. Ce projet, il a été discuté avec des officiers qui se sont retrouvés, qui en ont parlé. Bon, maintenant, est-ce que ça légitime le fait qu'on ait tué 3 personnes? Je pense que non. Parce que pour qu'on puisse attester qu'il y a eu un coup d'État, il faut d'abord qu'il y ait un début d'exécution, ou qu'on trouve des preuves réelles d'une volonté, en tout cas, de tuer ou de passer à l'acte. Là, les gens, ils ont été arrêtés. Effectivement, ils en ont parlé, c'est sûr. Mais est-ce que l'intention vaut l'action à ce moment-là, à ce niveau? Il pouvait y avoir des condamnations ou des radiations, comme il y en a eu un an plus tard, avec les basistes et tout ça. Bon. Mais là, on a exécuté des gens, purement et simplement, parce que c'était pour le gouvernement à l'époque,
ça suivait une certaine logique qui est celle de l'apparition du manifeste négro-mauritanien opprimé, un an avant. Donc c'était dans la continuité pour le régime Taya. Il y a eu un manifeste qui a été publié, des intellectuels ont été arrêtés, et juste après, il y a d'autres qui ont essayé de fomenter un coup qui n'a jamais eu l'ombre de, la moindre preuve de début d'exécution. C'est différent. Bon, là, effectivement, bon, on aurait pu les arrêter, les libérer, comme on a fait avec les basistes plus tard. L'exécution de ces gens-là, je trouve que c'était injuste, effectivement. Personnellement, je trouve que c'était injuste. Parce que si on compare les gens qui ont été exécutés avant, les cadres, on parlera de ça, effectivement, ce sera la référence. Oui. Mais les cadres, Kader avait déjà occupé l'état-major. Maouya ou Sid Ahmed Taye, il a eu la vie sauve grâce à l'intervention d'un escadron du 6e, de la 6e région militaire, qui était commandé à l'époque par Soumaré Abdelaziz, qui est là en France. Bon. Et il y a eu Ahmed Saleh Moulsidi qui a occupé la radio déjà. Il y a Nyang Sala qui est parti à la présidence, qui a fait des victimes d'ailleurs, et qui a tiré sur des gens. Donc, si on prend tout ça, c'est un coup d'État qui était exécuté, mais qui a raté. Les gens, ils ont été pris, ils ont été jugés à la hâte, ils ont été condamnés, exécutés à Jreda, je ne me rappelle plus de la date, mais dans la semaine qui a suivi, ils ont été exécutés. Mais là, on n'a pas d'armes, on n'a pas de début d'exécution. Bon, on a entendu parler, puis on arrête les gens, on les exécute directement. C'est différent. C'est différent. Parce que, tout simplement, ça suivait la logique ça s'inscrivait dans la continuité de 86, le manifeste négro-mauritanien opprimé, qui a largement été manipulé par les services de renseignement et qui a modifié tout. Il y a eu des falsifications et puis qui ont été présentées à une communauté et le pouvoir s'en est servi pour réprimer. L'autre jour, qu'on avait reçu ici Cheikh Omar Ba, le secrétaire général actuel des Flammes, qui nous parlait d'une certaine falsification de leurs propos vis-à-vis de l'opinion publique mauritanienne. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on continue à parler de 87. Qu'est-ce qui a vendu la mèche? Par qui la chose a été connue? Vous dites dans votre livre, je vous cite, que le nom de Babaté, officier de la marine, a été cité comme dénonciateur en 87. Seulement, l'homme vous a convaincu que ce n'était pas celui-là et vous a même donné un nom. C'est qui cette personne? Tout à fait. C'est qui cette personne? Personnellement, ce nom, j'ai toujours refusé de donner un nom parce que tout simplement, je sais ce qu'il a vécu, Babaté. Oui, c'est difficile quand même qu'on vous accuse. Oui, non, je m'explique. Oui. Parce que je connais un peu la famille Bapaté, je sais ce qu'ils ont vécu dans leur chair et je sais qu'il a perdu même l'estime de ses propres enfants. Donc, je ne me hasarderai pas à donner le nom de quelqu'un parce que je sais ce que signifie traître. Oui. Le mot, je sais ce que signifie. C'est un mot lourd de conséquences. Oui. Bon, tant que moi, je n'ai aucune preuve, je n'ai que la parole de quelqu'un, effectivement, qui était sur le point de mourir et qui n'avait aucune raison de mentir. Mais je ne vais pas aujourd'hui dire que l'homme m'a dit ça et que demain on dise que c'est l'homme qui l'a accusé. Excusez-moi quand même, si je suis votre logique, le livre que vous avez cité tantôt de Boy, il ne donnez pas de nom. Vous le faites dans votre livre. Quand je suis un peu votre logique, j'ai envie de vous dire, suivez votre logique jusqu'au bout, donnez le nom qu'on vous a donné. À partir du moment où c'est pas vous n'avez pas de preuve, ça vous le dites. Vous dites juste qu'on vous l'a donné. Pourquoi vous ne le donnez pas? Ça rentre dans la logique dont je vous parle, parce qu'à partir du moment où on donne le nom de quelqu'un par rapport à... Les noms que j'ai donnés personnellement, c'est des gens que j'ai vus à l'œuvre. Là, je n'ai pas vu. Mais on vous a quand même donné un nom. Oui, mais ces noms qui ont été donnés, Bapat, il y a quelqu'un qui a bien donné son nom. Certainement, oui. Mais ce n'est pas vous, oui. Oui, mais il y a bien des gens qui ont donné son nom. D'autres noms ont été donnés. Et il y en a eu d'autres encore. Et récemment... le colonel Omar ou le Baybakar a dit que ce n'était pas ces gens-là, que c'était un autre sous-officier de la gendarmerie ou un truc comme ça. Donc, vous voyez bien qu'il y a plusieurs... Oui, j'ai envie de dire, voilà. On est en 2015, les langues commencent à se délier. Votre livre, vous l'avez écrit avant 2000, publié en 2000. Je pense qu'aujourd'hui aussi, est-ce que le temps n'est pas venu aussi de pouvoir, quand vous dites dire la vérité telle qu'elle est,
Je ne Est-ce qu'il n'est pas temps est-ce qu'il n'est pas l'heure de le dire pour que les gens cherchent? Mais peut-être que cette personne est morte, oui. Parce que tout simplement, ça ne change rien à l'injustice qui a été faite. Mais la vérité, elle mérite d'être reconnue. Elle sera connue un jour ou l'autre, ça c'est sûr et certain. Parce que je pense quand même que cette personne qui a été Bapaté, qui a été accusée à tort, tout le monde là, quelque part dans son inconscient, disons des Hapolars noirs mauritaniens, ont dans leur inconscient pour dire que c'est la personne qui a trahi, c'est la personne traîtresse. Or, dans la réalité, vous nous dites que ce n'est pas cette personne. On a envie de vous dire, allez jusqu'au bout. Tout à fait. Je sais que les gens le souhaitent. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas donner le nom de quelqu'un dans ce truc-là parce que je sais les conséquences. Et si demain, cette personne, elle vit exactement ce qu'a vécu Bapaté, parce que son nom a été donné. Moi, si je donne un nom aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui prendront ça pour de l'argent comptant, oui, c'est sûr. C'est pour ça que je ne veux pas y aller. Ok, on respecte votre choix, même si vous ne voulez pas. On va passer à la question sur la présence d'une autre personne qui n'est pas militaire, à savoir à Inal, dont vous dites la présence d'un civil à Inal. Oui, j'aimerais revenir sur votre critique par rapport à l'article de Abdelrahman Ould Ahmed, escapé civil d'Inal aussi. En fait, vous dites dans votre article publié 2 mois après, au mois de septembre, je crois. Septembre 2015, oui. Vous dites aucun civil mort à Hattani ou autre n'a été torturé à Inal, pas en selle. Je veux dire, comment en fait vous vous permettez de dire qu'il n'y avait aucun Hattani ou mort alors vous n'avez aucune preuve concrète en fait. Lui aussi raconte son histoire comme vous, puisqu'il est torturé, victime d'injustice en Mauritanie. Bon, mettons, parlons logique. Puisque les tortionnaires, ils n'ont laissé aucune trace justement pour prouver... On va essayer de on va essayer de parler logique. Oui. Bon. Nouadhibou est à 255 km de Inal. Quand on quitte Nouadhibou, on passe par une localité qui s'appelle Boulanoir. Oui. Et quand on quitte Boulanoir, on arrive à d'autres petits hameaux entre Boulanoir et Inal. Il y a des policiers qui ont été arrêtés à Boulanoir, des gardes qui ont été arrêtés entre Boulanoir et Inal. Ils ont tous été ramenés à Nouadhibou parce que ce n'est pas des militaires. Des policiers et des gardes. Ils ont été ramenés à Nouadhibou. C'est là-bas où on les a enfermés. Il y a eu des civils qui travaillaient à Boulanoir. Quand ils ont été arrêtés, des civils Halpolars, donc qui appartiennent à la communauté qui a été visée. Quand on les a arrêtés, on les a ramenés à Nouadhibou. Comment expliquer qu'un civil arrêté à Nouadhibou par la police, les policiers, quand ils prennent quelqu'un, ils l'amènent au commissariat. Comment des policiers peuvent se permettre de prendre un civil, de dépasser Boulanoir, dépasser tous les postes de contrôle, aller amener un civil et un seul jusqu'à Boulanoir et que ce civil n'ait jamais été vu, jusqu'à Inal, pardon, et que ce civil n'ait jamais été vu par un seul individu des gens qui étaient présents. Et ce n'est pas par rapport à la communauté Haratin ou à la communauté Maure, mais c'est-à-dire qu'il faut restituer les choses dans leur contexte. Oui, mais à Inal-Petit, il y avait plusieurs camps. Non, il n'y a qu'un seul camp. Ou un autre endroit... Même s'il est certain qu'il n'y a qu'un seul camp, mais vous n'étiez pas assez libre de vos mouvements. Qu'est-ce qui se passe à côté, dans la chambre d'à côté? Oui. Non, mais il dit qu'il est revenu avec... que nous étions 96 survivants. Sur les 256. Voilà, nous étions 96 survivants. Donc, il fait partie du lot des 96. Donc, il était avec nous. Très Parce que nous, les 96, on était ensemble. On était ensemble. Donc, s'il fait partie de ces 96-là, on était ensemble. On a eu 2 camions qui nous ont ramenés de Inal jusqu'à Nouadhibou. Et de Nouadhibou, on nous a parqués dans la base des véhicules blindés. Mais vous connaissez tous les noms de ces 96 personnes? Mais à l'époque, on se voyait régulièrement. Et on se connaissait. Mais les civils, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de civils parmi nous. Je vous ai dit que les gendarmes, les gardes, la police, la douane, les civils qui ont été arrêtés, tous ils ont été amenés à Nouadhibou. Ils ont été enfermés au commissariat de Nouadhibou ou au camp de la gendarmerie de Nouadhibou. C'est là où ils ont été torturés.
les douaniers, tout le monde a été enfermé là. Les gens qu'il a cités, il a cité comment dirais-je, un officier des douanes qui a été tué, le mari de Simaimoun Alpha. Mais on a des civils qui sont là en France, qui étaient avec ce monsieur-là, ils ne le connaissent pas lui. Et il dit qu'il était là-bas avec eux. Mais, et alors, contradiction, il nous dit également qu'ils l'ont pris, ils l'ont amené à Inal. Donc, est-ce qu'il a été amené à Inal ou est-ce qu'il a été amené au commissariat? S'il a été amené au commissariat, on sait que du commissariat, il n'y a personne qu'on prend du commissariat en civil pour l'amener dans une base militaire. Ça n'existe pas. Maintenant, vous voyez bien que depuis qu'on a parlé de ça, ben, on n'en parle plus. Il a cité 2 individus, soi-disant qu'ils peuvent témoigner qu'il était à Inal. Ces 2 individus, je les ai contactés. Il y a un qui est un ami intime. Au moment où il le disait, ce monsieur était déporté. Il dit que ce gars était avec lui à Inal et qu'il peut témoigner. Mais ce gars était en déportation depuis 1989. Et donc il n'a jamais été à Inal. Et il est là, ce monsieur-là. Papkan, c'est un ami. Et l'autre, Sambacham, qu'il a cité, je l'ai eu au téléphone, finalement, il me dit que lui, il ne l'a jamais vu. Et pourtant, il dit que quand il est venu ici, il les a contactés pour dire qu'il souhaitait me rencontrer. Mais les deux ont dit qu'ils ne l'ont jamais vu, qu'ils ne le connaissent ni à Nouadhibou, ni à Inal. Et comme je l'ai dit encore une fois dans ce livre-là, on a eu 2 militaires qui étaient moitié Hartani, moitié Peul. Ils ont été arrêtés à Aleg. Ils faisaient partie d'un lot de 25 personnes, un groupe de 25 personnes. Bon, ces gens ont été amenés à Inal, les 25. On s'est rendu compte que ces gens qui parlaient le Peul, plus que les Peuls eux-mêmes, n'étaient pas simplement des Peuls, ils avaient le père Halpular ou la mère Halpular, l'autre moitié Hartani. Ils ont été retirés du lot des victimes. Bon, alors, allez comprendre pourquoi on prendrait un civil, tout en sachant qu'il est Hartani et tout ça, pour l'amener là-bas. Alors que de l'autre côté, on a retiré des gens parce qu'on a découvert qu'ils étaient moitié Hartani. Vous avez apporté vos arguments, à lui maintenant d'apporter les siennes, vu qu'il avait dit que des personnes pouvaient témoigner et que vous dites que ces personnes ne pourront pas témoigner. D'ailleurs, que certains disent ne même pas le connaître. Mais il y en a un qui a écrit. Oui. Il y en a un qui a démenti par écrit. Papkan, il a démenti par écrit. Oui. Il dit qu'il n'était pas là, parce que je connais son histoire. Il dit qu'au moment où le gars disait que lui, il a été arrêté, à ce moment-là, lui, Papkan, il était à Dakar. À votre avis, pourquoi ce monsieur écrit ça, c'est dans quel but? Vous savez, la mythomanie. Oui. Comment dirais-je? Ben oui, la Mauritanie n'est pas exempte de mythomane. Oui. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a d'autres idées derrière? Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on ne falsifie pas l'histoire. Je suis d'accord que les Haratines ont été marginalisés, ils ont été esclavagisés, ils ont été écrasés, oui, méprisés par toutes les communautés même. C'est la réalité. C'est une vérité. Mais je ne suis pas d'accord qu'on falsifie l'histoire. C'est tout. On va passer à la question. Donc maintenant, c'est à Abdelrahman Ahmed de réagir à vos propos. À ce qu'il a dit, s'il a des arguments. On va passer à la question d'amnistie en 1993. Oui, en parlant de vérité, de rétablir la vérité, on va parler de la loi de 93-23 de juin 1993, oui, qui, je le rappelle, soustrait toute possibilité de poursuite des auteurs des crimes commis entre 1989 et 92, en tout cas dans un tribunal mauritanien, parce qu'il y a eu des personnes qui ont été jugées ailleurs. Je parle du cas de Eli Oulda. Pensez-vous qu'on peut parler de réconciliation nationale ou d'unité nationale tant que cette loi-là est en vigueur? Ce n'est pas une certaine forme d'hypocrisie? Vous savez, en Mauritanie, il y a ce problème qu'ils appellent le passif, qui en réalité cache mal sa véritable nature, parce qu'il s'agit en réalité d'un génocide. C'est ça. Toutes les définitions du génocide sont réunies dans ça. Et rappelez-nous juste très brièvement la définition. Bon, même si vous ne connaissez pas, on ne demande pas de citer ce que c'est qu'un génocide, mais pourquoi est-ce que vous dites que c'est un génocide? Parce que c'est une volonté de s'attaquer à une communauté
uniquement pour son appartenance, parce qu'il n'y a pas d'autres communautés qui ont été visées. Parce que tout simplement, son appartenance culturelle et son appartenance linguistique, bon, si on peut dire, c'est une communauté Halpulaar qui a été visée à un moment donné. Bon, ensuite, on s'est élargi, on a élargi vers les autres composantes, les Wolofs et les Soninké en même temps. Parce qu'on a eu des Soninké, on a eu 3 qui ont été tués à Inal. Il y en a 3 qui ont été tués à Inal. À l'intérieur du pays, je ne sais pas combien il y en a, mais en tout cas à Inal, il y en a eu 3. Bon, donc, dans cette optique-là, il y avait la volonté d'écraser une communauté, de s'en débarrasser. Bon, comment? Par des déportations, par des emprisonnements, des intellectuels, et ensuite par l'élimination physique dans les fosses communes qu'on a retrouvées le long de la vallée et les exécutions sommaires au niveau de Inal. Bon, maintenant, pour revenir à votre question par rapport à l'amnistie. L'amnistie, aujourd'hui, ça bloque au niveau intérieur, tout ce qui concerne la justice, parce que les gens brandissent l'amnistie. Bon, une amnistie ingrate et scélérate qui a été votée par des députés de l'époque pour essayer de... pensant pouvoir arranger les choses. Mais la preuve, c'est qu'aujourd'hui, le problème, il revient sur le tapis. 25 ans après, il n'y a rien qui a perdu de sa densité au niveau de la souffrance des orphelins, au niveau de la souffrance de toute une communauté. C'est là. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que des gens prennent conscience du danger, de l'importance, du danger du moins qui menace ce pays-là, si ce problème n'est pas réglé. Mais je suis convaincu qu'avec aujourd'hui l'élan de certaines personnes de tous bords réunis, on pourrait forcer l'État à supprimer cette loi d'amnistie, à l'annuler, et à ce moment-là, juger les responsables, parce qu'il ne s'agit pas de se venger, il s'agit de juger les responsables, les condamner, pour que ça nous serve de leçon, pour que demain, nos enfants, quand ils voient à l'horizon des signes précurseurs de ce genre d'événement, pour qu'ils puissent se dire, ça c'est déjà produit, mais ça a tourné au massacre entre les populations. Mais les gens qui voudront le faire se diront aussi que les responsables aussi ont été rattrapés par la justice. On a mis du temps, mais ils ont été rattrapés un jour. Donc ça servira de jurisprudence et il faudrait qu'on y aille. Pour le bien de tous, oui. Ok, vous parlez tout à l'heure de symboles, on va passer à la question suivante. Le 28 novembre, vous racontez dans le livre que le 27, pour fêter le 28 novembre, que 28 officiers plutôt, ont été exécutés de façon sommaire. Vous le racontez dans le livre. C'est pas 28 officiers, c'est... les officiers n'ont pas été exécutés ce jour-là. En tout cas, 28, des militaires. Voilà, des 28 militaires. Excusez mon imprécision. 28 militaires ont été exécutés ce jour-là pour symboliser ce 28 novembre. Aujourd'hui, que représente pour vous, Mamadou Sy, qui avez vécu ça dans votre chair, le 28 novembre? Comme je l'ai dit dans le livre, le 28 novembre, ça va toujours me rappeler ce souvenir. Ça, on ne peut pas l'enlever. Oui. Mais comme je l'ai dit également, le mois de novembre, pour moi, du début jusqu'à la fin, chaque minute, chaque jour, chaque heure me rappelle une scène de torture, un ami qui disparaît. Bon, une scène, en tout cas, que j'aurais préféré aujourd'hui ne pas vivre. Mais c'est là. Le 28 novembre n'en fait pas exception. Il n'y a pas eu que 28 pendus le 28 novembre. Il y a eu 5 morts supplémentaires cette nuit-là. Parce qu'il y a eu, après les pendaisons, il y a eu 5 morts. Ça a porté le chiffre à 33 individus qui ont été tués cette nuit-là. Bon. Le symbole, il a été souillé. Le symbole de l'indépendance a été souillé par ça. Il faudrait aujourd'hui qu'on puisse, pour revenir à un sentiment partagé de fête. Bon, ce sera difficile. Peut-être que nous, ce sera difficile pour nous. Nos enfants aussi, peut-être qu'ils s'en souviendront. C'est sûr. Mais au bout d'un certain temps, peut-être qu'il faudra qu'on dépasse ça. Mais pour dépasser ça, il faudrait rendre honneur, enfin rendre, la dignité à ceux qui sont partis. En indexant les responsables, en les traduisant devant une justice. Et encore une fois, je dis bien les traduire devant une justice, je n'ai pas dit leur couper la tête. Oui. Bon,
Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que Aziz, il vient, il nous propose un fourre-tout. On va en venir à ces propositions plus tard. Restons pour l'instant sur le point de vue, comment dire, sur les symboles. Certaines personnes, par exemple, pour eux, 28 novembre, ils les résument aujourd'hui à cette terrible nuit, j'ai envie de dire, que vous avez vécu, que d'autres personnes avec vous ont vécu aussi, que certaines personnes aussi ont perdu malheureusement leurs parents, leurs aïeux, qui ne seront jamais remplacés, même si l'État juge ces personnes-là, ça ne pourra jamais compenser, mais quand même, je pense que un geste symbolique, un procès doit avoir lieu pour que ces gens puissent dépasser là. Mais est-ce que vous comprenez ces personnes qui résument 28 novembre qu'à cette nuit-là, qu'ils oublient le passé qu'il y a eu, ou bien les personnes aussi qui fêtent 28 novembre comme s'il n'y a pas eu 28 novembre 1990, par exemple? Moi, personnellement, j'aurais proposé carrément qu'on fasse, bon, ce n'est pas ce qui a été fait malheureusement, oui, qu'on fasse une journée des martyrs, mais une journée de martyrs qui serait, par exemple, fixée, je dis bien fixée, par les victimes ou les ayants droit, avec l'État. Et à ce moment-là, moi, j'aurais pas proposé le 28 novembre, j'aurais proposé le 25 novembre. Pourquoi le 25? Parce que le 25 novembre, c'est la journée de l'armée. C'est la fête de l'armée. L'armée mauritanienne a été créée en 25 novembre 1960. Et c'est l'armée qui a fait cette bêtise-là. Il n'est pas raisonnable qu'elle continue à fêter. Cette journée-là, on devrait en faire la journée des martyrs parce qu'elle n'est pas digne d'avoir cette journée comme fête. Proposition d'un militaire, proposition, on espère que, voilà, que les gens ont entendu. On va passer maintenant à la question de pèlerinage. Le pèlerinage d'Inal. Monsieur, si en 2011 et en 2012, il y a eu les pèlerinages à Inal, qui avaient mobilisé plusieurs acteurs de la société civile et de beaucoup d'ONG, qui avaient aussi bénéficié d'un retentissement médiatique assez important. Pourquoi il n'y a pas eu Inal en 2014 et en 2013 et en 2014? Que s'est-il passé? Bon, d'abord, revenons un tout petit peu sur les résultats des deux premiers pèlerinages. Le premier pèlerinage, il a été demandé, bon, l'idée a été proposée par les gens de Kautal. À l'époque, il y avait tout un groupe qui était là et Biramda présidait les associations qui étaient là. Il a repris ça, parce que c'est lui qui présidait ces associations-là. Il y avait Kautal, il y avait IRA, il y avait d'autres et d'autres. Donc, lui, en étant président, il a porté ça et le message est parti. Les gens ont répondu. Sa notoriété a aidé, et beaucoup. Nous avons eu des gens qu'il faut féliciter pour ça, notamment Soumaré Outouma, notamment, comment dirais-je, des gens comme Damba et Touré, l'adjoint, c'est Touré, oui, l'adjoint à Ira, et d'autres qui étaient Balatouré. Balatouré, merci bien. Oui. Bon, qu'il m'excuse. Hein. Oui, ça arrive, oui. Oui, ça arrive. Parce que surtout, comme je l'ai dit, au mois de novembre, oui, je suis un peu perturbé. On est au mois de novembre, oui. Voilà. Donc, Balatouré et d'autres. Il y a eu la présence de certains élus, notamment 2 élus qui étaient venus jusque là-bas. Il y a eu la participation de Maures, des Blancs, des Haratin, des Soniké, des Wolofs. Toute la Mauritanie était là. C'était quelque chose de grand. Quand on est revenu, on a vu que l'effet, on l'a vu tout de suite. D'abord, avant de partir, l'État s'est senti menacé. C'était la première fois qu'il se rappelait que la fête de l'armée existait. Ils ont fait la fête de l'armée, ils ont défilé le 25 au lieu de défiler le 28 novembre. Donc, pour un peu calmer la situation. Brouiller les pistes, oui. Calmer la situation un peu. Donc, le pèlerinage a été un succès. L'année suivante, on s'est regroupé ici, au niveau de la France. On a pris la décision de
continuer. On a refait un autre pèlerinage. Bon, après ça, évidemment, il y a eu des divergences. Certaines personnes ont dit qu'il fallait aller à Sorimale. D'ailleurs, déjà au niveau du deuxième pèlerinage, il y avait déjà des dissensions. Il fallait changer de lieu. Pour certains, il faut aller à Sorimale, il faut aller à Wochi, il faut aller partout où on a des fosses communes. Pour d'autres, dont je fais partie, pas parce que j'étais à Inal, non, pour une question de stratégie. Je m'explique. Je dis donc, pour d'autres, on a commencé un point et on a fait bouger le système qui est sur place, le pouvoir, on l'a fait bouger. Il faut continuer jusqu'à obtenir des résultats. Bon, parce que nous savons que partout dans le Fouta, partout dans le Wallo, partout dans le Guidimaha, il y a eu des fosses communes. Partout. Oui. Donc, on ne peut pas faire toutes les fosses communes chaque année, un village. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, le symbole, on le tue. Ouais, c'est pas cela, c'est oui. Oui, on le tue. Donc, on s'est dit que là, nous avons des victimes qui sont connues et identifiées. On les connaît. Nous avons des bourreaux qui sont connus et identifiés. On les a. Alors que de l'autre côté, ce n'est pas pour minimiser parce qu'il y a eu beaucoup plus de civils qui ont été tués par rapport aux militaires. Il y a eu plus de 2000 civils qui sont dans les fosses communes. Alors que les militaires, on est en tout sur le territoire à peu près à 500 personnes. Donc, le nombre de militaires, si on parle du nombre, il y a beaucoup plus de civils. Mais seulement, c'est que ce qui s'est passé dans les casernes, on a des témoins. Si Aziz nous dit, je vais faire une enquête, on va lui dire, mais écoutez, ce n'est pas la peine. Il y a tel général là, c'est lui qui a tué tel officier. Le gars qui est là, derrière vous, c'est lui qui a tué telle personne. Moi, je suis témoin, celui-là est témoin, l'autre est témoin. Donc, on a quelque chose de palpable, quelque chose sur quoi s'agripper, enfin, sur quoi tenir. Donc, au lieu de nous disperser, on a commencé à un point, on y va jusqu'au bout. Le jour où on déterrera ce qui s'est passé à Inal, c'est sûr et certain que ce qui s'est passé à Jreda sortira. Ce qui s'est passé à Azlat va sortir. Ce qui s'est passé à Walata sortira. Ce qui s'est passé à Wochi et autres, tout ça, ça va sortir. Donc, vous pensez-vous qu'Inal n'est qu'une étape, une première étape, et qui permettra de passer à autre chose? Oui, pour revenir à ces 2 années blanches, pensez-vous que ces divergences sont des motifs valables pour ne pas y aller? Vous pouvez toutefois y aller tout en continuant de négocier entre vous. Et une dernière question, est-ce que ces 2 années blanches ne sont pas liées à l'absence de Biram Oulda qui fédérait un peu tout cela? La deuxième fois, il n'y avait pas Biram? Oui. Il n'était pas là la deuxième fois? Oui. Quand on est parti pour le deuxième fois... Mais est-ce que lors de la deuxième fois, vous avez eu le même retentissement que lors de la première fois? Est-ce que l'absence de Biram n'a pas pesé sur... Non, l'absence de Biram, bon, peut-être, c'est bien possible, hein? C'est bien possible. Mais toujours est-il que le deuxième, quand on l'a organisé, Biram était là, en soins. Il n'a pas participé à ça. Mais comme moi, ce que je pense, c'est plutôt que ces divergences ont entraîné une démobilisation. Bon, c'est continuer à faire les pèlerinages tout en négociant. Bon, ça suppose avoir les moyens. Parce que le comité, il n'a pas d'autres ressources que la participation de tout le monde. Oui, de tout le monde. Oui. De tout le monde, pas seulement des membres, parce que c'est pas ce qu'ils font, ils ne font pas pour eux. Oui. Donc, c'est vrai que les membres... De la générosité de tout un chacun, disons. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont arrêté de contribuer. Bon, jusqu'à présent, on est en train de demander des contributions qui ne viennent pas. Et on veut que ce problème puisse avancer. C'est assez difficile. Sans les moyens, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Et ces moyens-là, nous, on ne les a pas. On sollicite les gens. S'ils répondent, c'est tant mieux. S'ils ne répondent pas, voilà, c'est ce qui nous a plombé. Et si on n'arrive pas à relancer ça, c'est sûr et certain que Inal, on finira par l'oublier.
Espérons pas que l'histoire ne sera pas oubliée, parce qu'un peuple qui oublie son histoire est certainement condamné à la revivre. On va passer à la question de la situation actuellement des Noirs en Mauritanie. Nada? Oui, en fait, dans votre livre, vous parlez de politique de déportation et d'opération de la part de Oultaï à l'époque après la tentative de coup d'État de 87. Quel bilan en fait faites-vous aujourd'hui de ces politiques de déportation au cours de ces dernières décennies? Est-ce qu'il y a eu une amélioration depuis les années 87 jusqu'à aujourd'hui en 2015? 2015. Très bien. 87, il y a eu les exécutions, les emprisonnements, mais les déportations, c'est en 89. Oui. Bon, les déportations, c'est après le conflit sénégalo-mauritanien, qui finalement deviendra mauritano-mauritanien. Et les gens qui ont été déportés, bon, beaucoup d'entre eux ont été ramenés. Mais dans quelles conditions ils sont aujourd'hui? Je ne citerai pour preuve que 2 éléments. Si je dis qu'ils sont dans une précarité désespérante, c'est que ceux qui ont été ramenés, parfois on les ramène à côté du village où ils étaient. À côté. Donc à peu près 1 kilomètre ou 2 de leur village d'origine. Ce village, il est occupé par d'autres personnes qui cultivent leur terre, qui habitent leur maison. Et ces personnes-là, chaque matin, quand ils se réveillent, ils regardent leur maison, il y a des gens qui vivent là-dedans, qui sortent, les enfants qui jouent. Eux, ils sont là, on leur donne une petite tente, ils vivent là-dedans. Est-ce que c'est une solution ou est-ce que c'est de l'humiliation qu'on continue? Je pense qu'on continue encore à persécuter les gens, à les humilier parce qu'ils deviennent des déportés chez eux-mêmes. Là où on les avait jetés de l'autre côté, ils n'avaient pas d'assistance. C'est vrai, mais ils n'étaient pas chez eux. Mais quand on les ramène chez eux, c'est l'État qui les a déportés. À la limite, l'État devrait au moins se soucier de leur réintégration. Ça, comme je disais, j'allais citer 2 exemples. Il y a un jeune dont j'admire le courage. En fait, ils sont 2. Nos petits cinéastes, Djibril Diaw, qui a tourné, oui, et Diagana, Djibril Diaw. Ousmane Diagana, oui. Djibril Diaw, donc, je disais, qui a tourné le film que vous avez certainement vu. Donaï. Ces gens qu'on a ramenés, alors que leurs champs ont été vendus à des Saoudiens, ou en tout cas des gens du Golfe, l'autre côté par des riches hommes d'affaires, ils se retrouvent entre le fleuve et leurs champs qui ne leur appartiennent plus. Le film, il est intitulé « Retour sans cimetière ». Parce que quand quelqu'un meurt dans ce village, ils le mettent dans une pirogue, ils l'amènent, ils l'enterrent là-bas au Sénégal. Parce qu'ils n'ont pas d'endroit où l'enterrer chez eux. Leur cimetière est déjà racheté par quelqu'un qui n'accepte pas qu'ils aillent enterrer là-bas. Donc, ils sont obligés de mettre quelqu'un dans la pirogue pour aller l'amener. Si vous avez vu le film, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas de la narration, c'est des images directes d'un mort qu'on met dans son linceul et qu'on amène de l'autre côté. Est-ce que ça, c'est supportable? Pour des gens qui ont été déportés en plein jour, des gens qu'on a réunis, parce que les déportations, les gens, ils venaient, ils entouraient un village, ils faisaient sortir les hommes, ils leur demandaient de justifier est-ce qu'ils sont mauritaniens ou pas. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher ses papiers. Il sort les originaux de ses papiers pour dire que voilà, moi je suis mauritanien, ça c'est les originaux de mes papiers. Et les gars, ils prenaient les originaux, ils rassemblaient tout, ils déchiraient, ils leur disaient bon, allez-y. Parfois, les gens, on les obligeait de traverser à la nage. Donc, si ces gens-là rentrent, la moindre des choses, c'est de leur restituer leur terre pour leur permettre de cultiver, leur rendre leur maison. Ce n'est pas aux autres d'y rester. Si on doit trouver une solution, c'est par rapport aux gens qui occupent leur terre, qui occupent leur maison. Parce que vous, si on vous prend quelque chose, quand vous revenez, on vous rend ce qu'on vous a pris. Mais là, cette situation, elle n'est pas réglée. Donc, précarité absolue,
humiliation continue et dédain du pouvoir, mépris du pouvoir. Et on a vu encore, il n'y a pas tellement longtemps, la marche qui a été réprimée. Les gens qui ont marché de Bogué pour venir à Nouakchott pour réclamer leur terre et tout ça. Vous avez vu comment ils ont été réprimés? En avril 2014, oui. Vous avez vu comment ça a été réprimé? Bon, ça, c'est le côté des déportés. Maintenant, le côté de la situation des gens des Noirs. Ben, on peut citer le cas de Lamine Mangane, qui a été tué à Magama. Où est le coupable? Où est le gars qui l'a exécuté? Il est où? Il est dans la nature. Il continue de faire son boulot. Le cas du jeune Abdraman Diallo, qui a été tué récemment dans un commissariat de police. Le responsable, il est où? Le meurtrier, il est où? Il a été torturé et tué dans un commissariat de police. Bon, pourtant, c'est plus simple de retrouver le coupable, parce qu'on sait que le commissariat de police, il n'y a que 3 ou 4 policiers qui sont là. C'est facile à trouver. Mais il ne sera jamais sanctionné. Il y a eu le cas de Oulnezilou, Niabina. Juste parce que les gens ont un soupçon, un berger qui a disparu à côté d'un village, les gens, une tribu entière a débarqué avec des Land Rover, avec des 4x4 et tout ça, les armes à feu et tout. Ils ont encerclé le village, prêts à décimer ce village-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens peuvent agir en toute impunité, faire ce que bon leur semble, mais là, ce n'est plus l'État. Mais l'État est laxiste, parce que des situations comme ça, on agit. Mais si jamais il n'y avait pas eu la gendarmerie qui était venue pour reprendre les choses en main, aller elle-même donner un peu satisfaction aux assaillants, parce qu'ils ont fait du zèle, arrêté des gens, bousculer des gens et tout ça pour que les autres se calment. Donc, la situation est là. On l'a compris, pour vous, la situation ne s'est guère améliorée, elle s'est empirée. On va venir, laissez-moi quand même revenir à une question qu'on a évoquée tantôt. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'il y a un peu trop de structures qui luttent pour la reconnaissance des déportés, des personnes qui ont été exécutées ou leurs ayants droit, et que leur division, finalement, empêche leur action? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc, est-ce que c'est pas mal des associations que vous représentez éventuellement, ne pourront pas s'incliner pour que d'autres personnes puissent prendre le dessus et que justice puisse être faite? Le projet existe, le projet de concertation au niveau des associations pour essayer de travailler ensemble, ou en tout cas reformer quelque chose de cohérent. Ce projet existe. Ok, espérons que ce projet soit entendu. On a bien entendu, voilà, pour vous, que les choses ne se sont guère améliorées tant que justice n'est pas rendue. Vous écoutez Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com, bien installé à l'écoute des rats, comme on le dit souvent. À chaque fois, nous vous proposons de jolis sons et l'on ne déroge pas à la règle aujourd'hui. Voici à l'instant une voix Wolof, une voix mauritanienne, une voix de l'R&B à l'international sur des sonorités mbalar. La petite non moins très talentueuse Eben dans The Game. Ana lu ma gisul ndax yow ku ñëw wax ma teg ne doona kenn ci man loo wax ma ni eskay baby bett nga ma su ma xamoon li
Vous écoutez Regard d'ailleurs, à suivre l'œil sur la toile avec Amadou Khan, puis notre invité répond au questionnaire. À l'instant, j'accueille Naira Samper pour ouvrir le kiosque des Rémi. Naira, bonsoir. Bonsoir. Pour la première de votre chronique, vous avez voulu commencer par rendre hommage à 2 intellectuels mauritaniens. Oui, Seydou, j'aimerais inaugurer ma présentation de ce kiosque parmi vous en rendant hommage à la mémoire de 2 intellectuels mauritaniens. Oui, je sais, je disais il y a de cela un mois, jour pour jour, sur cette même antenne, que je n'arrivais pas à constater, pour ne pas dire distinguer, l'action des intellectuels mauritaniens sur notre société. Vous vous doutez que j'exagérais ici le trait dans un esprit de provocation, frôlant certes l'impertinence, mais cherchant ni plus ni moins à me faire apporter la contradiction. En réalité, je suis bien consciente que nous avons eu notre lot d'intellectuels et que comparativement à la démographie de notre population, nous avons été très gâtés. Le sort que nous leur avons réservé et que nous leur réservons encore est un corollaire de la prise du pouvoir civil par les militaires. En rendant hommage à la mémoire de Mohamed Saïd Ould-Hamoudi et de Djibril Ahmed Ly, nous en profitons pour nous rappeler que toutes les luttes ne sont pas forcément retentissantes, qu'elles n'ont pas toutes le même impact sur le public, qu'elles ne sont pas relayées par les médias de la même manière, mais qu'elles n'en demeurent pas moins réelles et durables. Il existe des gens qui, par l'ouvrage de leur vie, par la constance de leurs convictions, par la force de leurs bons droits, font plus individuellement et à leur niveau de rayonnement qu'une armée de sachant lire et écrire renforcée par une armée de sbires. Ces 2 hommes aux mérites multiples représentent les 2 faces d'une seule pièce. Ils vivaient le rêve mauritanien les yeux grands ouverts, quand nous pensions le trouver uniquement dans nos songes. Justement, en parlant de songes et de rêves, Naira, vous nous amenez à l'instant sur les stades et les terrains de foot. Oui, en parlant de rêverie, comment ne pas débuter notre entrée en matière par le parcours incroyable que nous a donné à vivre notre équipe de football, les Mourabitoun. L'exploit historique que constitue notre qualification au 2e tour des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2018 face au Soudan du Sud prouve si besoin était que nous disposons d'une très bonne équipe, ambitieuse, qui a la culture de la réussite et pour qui l'inaccessible n'est pas synonyme de Mauritanien. Leur performance indéniable a permis de classer la Mauritanie au top 100 du classement de la FIFA. Nous leur souhaitons le meilleur, Inch'Allah, pour le match aller qui les opposera à la Tunisie le 13 de ce mois. Et du sport, on passe à la santé, toujours en Mauritanie. La pratique d'un sport, comme vous le savez, implique une bonne santé, une bonne hygiène de vie. C'est dans cette optique que je me suis tout bêtement intéressée aux cas déclarés de fièvre de la vallée du Rift qui ont fait des morts en Mauritanie, 8 selon la Voix de l'Amérique. Cette fièvre, qui porte le nom d'une vallée au Kenya, a été signalée pour la première fois sur le bétail en 1915. Ce virus est aussi transmissible à l'homme via la piqûre d'un moustique déjà infecté et selon l'OMS, dans la majorité des cas, l'infection se produirait à la suite d'un contact direct ou indirect avec du sang ou des organes d'animaux contaminés. Je rappelle qu'en 2012, cette même fièvre avait fait déjà 17 morts en Mauritanie. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe des traitements pour les animaux. En d'autres termes, il est tout à fait possible de se prémunir contre cette maladie chez l'homme en immunisant les animaux. Cela demande quelques dépenses et quelques efforts d'organisation, mais c'est tout à fait faisable. Pour un pays comme le nôtre, le bétail est un aspect non négligeable de notre économie. La mise en place d'une veille sanitaire vétérinaire est dans notre intérêt autant sur le plan économique que sur le plan de la santé humaine. Le ministre de la Santé a d'ailleurs fait l'objet de critiques de la part des médias et des partis politiques qui ont dénoncé l'insouciance des pouvoirs publics face à cette crise. Sa réponse a été de confirmer que le ministère de la Santé s'occupait bien de la santé des populations, que son système d'alerte épidémiologique répondait bien à un plan de riposte qui était opérationnel et bien suivi depuis des années, et tout ceci en synergie avec leurs partenaires techniques. Après le décryptage de cette langue en béton armé, on peut comprendre en clair que le gouvernement s'intéresse tellement à notre santé et à notre bien-être qu'il a besoin de déléguer sa responsabilité en suivant un plan de riposte opérationnel imaginé et mis en place par les fameux partenaires techniques, l'OMS étant le grand Manitou des partenaires techniques dans ce genre de dossier. Les questions fusent. Une riposte vaut-elle une anticipation dans le domaine de la santé ? Ou dans n'importe quel autre domaine d'ailleurs ? Une riposte bien suivie depuis des années ne devient-elle pas de fait une forme d'anticipation ? La dernière crise remontant à 2012, n'est-on pas en droit de penser que le plan de riposte et son suivi subséquent auraient dû normalement nous permettre de prévenir la perte de vies humaines et du bétail en 2015 ? Ce que je retiendrai, c'est que les partenaires techniques sont mieux informés que les Mauritaniens sur la situation, puisqu'ils agissent en synergie avec le gouvernement et le ministère de la Santé sur ces questions. J'ajouterai au risque de vous surprendre que les partenaires techniques connaissent mieux les populations que le gouvernement, voire l'État en entier. Car il ne faut pas perdre de vue
qu'il dispose en tant qu'organisation internationale de la remontée d'informations de tous les autres organes qui ont la casquette de partenaires ou de bailleurs de fonds ou les deux à la fois. Ce que je trouve dommage et à la fois symptomatique de la crise multiforme qui touche les Mauritaniens, c'est que le gouvernement a moins de problèmes de communication avec les partenaires étrangers de la Mauritanie qu'avec les Mauritaniens. On termine cette première Naira avec de la politique. Oui, nous ne pouvions échapper à une rétrospective du dialogue politique, en forme de Je t'aime moi non plus, qui parasite la scène politique mauritanienne depuis le mois de septembre. Le FNDU, fort de son collectif de 17 partis, tient toujours tête au pouvoir et à la majorité présidentielle en boycottant systématiquement les tentatives de négociation initiées par ces derniers, afin, dit-on, de normaliser la situation. C'était le cas en 2011, 2013 et 2014. Une petite coalition, la CUPAD, composée de 3 partis, avait pris part pour son compte aux pourparlers en 2011 et avait tenté de jouer les médiateurs entre la majorité présidentielle et le FNDU. Plusieurs reproches pouvaient se faire entendre à l'annonce de la décision unilatérale prise par le pouvoir de reprendre ou d'engager à nouveau le dialogue avec l'opposition. Le plus singulier que j'ai pu lire concerne la méthode employée pour engager le dialogue. En effet, il est utile de savoir que l'opposition préférerait que le dialogue avec le pouvoir se passe de manière concertée. En clair, l'opposition a besoin d'un dialogue préalable au dialogue proprement dit. Elle ne voit pas d'un bon œil la mise en place d'un dialogue qui ne lui accorderait pas une position privilégiée. Elle craint de se voir ravir la vedette par d'autres formations politiques moins ancestrales qu'elle-même. Cette forme d'opposition pratiquée par le FNDU est qualifiée par certains observateurs de radicale. En ce qui me concerne, je m'aventurerai à parler d'opposition relative, en ce sens que l'opposition n'existe qu'en relation avec le pouvoir. Elle pense qu'en ne remplissant plus son rôle, à travers sa politique de la chaise vide, le pouvoir reviendra vers elle pour sa survie. C'est une stratégie qui ne prend pas en considération ceux sur qui s'exerce le pouvoir, c'est-à-dire le peuple, et ceux qui donnent une consistance et une légitimité à ce pouvoir, c'est-à-dire le peuple. En engageant le dialogue de manière unilatérale, sans entente politicienne en coulisses, le pouvoir et sa majorité présidentielle jouent une carte très rare en politique mauritanienne, celle de la transparence. L'opposition se méfie du pouvoir et le pouvoir de l'opposition. Dans cette configuration, il est très difficile pour le peuple de tirer son épingle du jeu. La tenue d'un dialogue politique est encore le meilleur moyen de se rendre compte de ce que nos partis ont vraiment dans le ventre en termes de propositions, de programmes, etc. Quoi de mieux pour affirmer son pouvoir que de montrer et de prouver que les alternatives disponibles sont dérisoires. En définitive, l'opposition roule pour ses privilèges et ses statuts et pour leur conservation. Au dernier jour du dialogue vers la fin du mois d'octobre, le FNDU se manifeste finalement pour dire qu'il veut bien reprendre le dialogue sur la base de ce qui avait été convenu entre eux et le pouvoir précédemment. Ce yo-yo politique qui commence à devenir lassant occulte des réalités brutes et incontournables. Le pouvoir exécutif et politique est toujours entre les mains des militaires. Les professionnels de la politique sont des opposants ou des partisans. Ils se partagent le pouvoir représentatif et législatif. Le peuple, troisième roue du carrosse, doit applaudir ou siffler en espérant que quelqu'un se soucie un peu de son sort. C'était la chronique de Naira qui se termine. On va faire de ça une habitude, par une question à l'invité. Ce soir, notre invité, Mohamed Ussi, auteur de L'Infernal. Voilà. Alors tout d'abord, j'aimerais vous dire que j'ai reçu votre témoignage comme une contribution historique et qu'à ce titre, j'ai beaucoup appris. Je vous remercie pour cet effort que vous avez consenti en rédigeant cet ouvrage qui nous apporte un éclairage non négligeable du point de vue d'une victime. Ma question est la suivante. Pensez-vous qu'un État mauritanien, dont le pouvoir est toujours détenu par des militaires, est en capacité de régler un passif humanitaire qui lui est en grande partie imputable? Bonne question. Bon. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai envoyé un exemplaire à Oultaya. Pour moi, les militaires doivent rester à la caserne. C'est leur rôle. Si on caricature, bon, c'est amusant. Un général, c'est quelqu'un qui a fait l'école de guerre, qui a appris les techniques pour la destruction. Si on lui confie un pays à construire alors que lui, il ne sait que la destruction, bon, je le vois mal construire quoi que ce soit. En plus, aujourd'hui, nous, les militaires que nous avons, c'est des gens ceux qui sont à la tête de l'État aujourd'hui, c'est des gens qui sont entrés dans l'armée dans les années 76, 77, 78. À l'époque, ce qu'on demandait, pour ceux qui étaient rentrés, les premières promotions, ce qu'on demandait, c'est juste un certificat de scolarité. Au début. Bon, maintenant, le niveau est beaucoup plus élevé. Mais au début,
il y avait juste des gars qui amenaient un certificat de scolarité, et bien ça passait. Donc il y a un degré, enfin il y a un niveau d'instruction qui n'est pas du tout, qui ne permet pas une certaine appréhension, compréhension de la chose publique. Aujourd'hui, ces gens qui sont là, ils se maintiennent au pouvoir uniquement pour sauver leur peau, en quelque sorte. Et ils ne sont pas prêts de partir si on ne les y pousse pas. Oui. Bon, ils ne sont pas prêts de partir si on ne les y pousse pas parce qu'ils sont en train d'assurer leur remplacement au niveau de l'armée. Les officiers qui viennent, la plupart du temps, c'est les enfants des officiers qui étaient là. Donc, quand ils partent, la relève est déjà là. Une reproduction d'une certaine élite militaire. Voilà. Donc, c'est au peuple de prendre la décision, de prendre son courage à deux mains et d'affronter ces gens-là. Parce qu'eux, ils ne partiront pas. Vous avez lancé votre appel. C'était la chronique, c'était le kiosque d'RMI, chronique de Naira Saint-Père. Naira, que je rappelle, dont on peut retrouver vos chroniques sur rmiinfo.com. Naira, merci. À bientôt. Je me tourne à présent vers Amadou Kane qui a pris place sur ce plateau. Vous connaissez la formule, chers auditeurs. Ça clique, ça like, ça tweet. C'est l'actu des réseaux sociaux. Vous l'avez reconnu, Amadou Kane est là. Amadou Kane, bonsoir. Bonsoir, Seydou. Tout le monde parle de la Mauritanie. Oui, Seydou, le monde a parlé et quand le monde parle de la Mauritanie, c'est en général pas en bien. Et ceci à juste titre. Je parle bien sûr du journal français qui vient à la rescousse de Biram Daoul Abeid. Dans sa livraison du 10 novembre 2015, dans un article intitulé « Il faut libérer Biram Abeid », le quotidien français Le Monde peint un tableau sombre de la vie sociale et politique de notre chère Mauritanie. Quelques extraits choisis au hasard pour vous donner une idée. Je cite « En Mauritanie, il n'y a pas une nation. Il y a les Maures, les Haratines, les Alpulaars, les Soninké et les Wolofs. » Toujours, selon l'auteur de l'article, le souvenir de la mort de l'écrivain Téné Youssouf Gueye en 1988, dans ces conditions de détention inhumaine pour délit d'opinion, hante encore le pays. Et un dernier extrait pour conclure en parlant de Biram. Chaque nuit passée dans sa cellule à Alleg et on recule dans le combat que les progressistes doivent mener pour construire une Afrique dans laquelle une opinion ne doit pas mener son auteur derrière les barreaux. Et maintenant, vous lui souhaitez la bienvenue à notre nouvelle camarade, j'ai nommé Naira Saint-Père. Dans cette rubrique, nous avons l'habitude de souhaiter le bienvenu à nos nouveaux camarades. De ce fait, Naira et Ahmad Sall, alias Doui, n'échapperont pas à la règle. Du coup, mes chers collègues, j'ai passé mes 30 derniers jours à vous scruter, nuit et jour, dans Facebook bien sûr. Galanterie oblige, je commence par Naira, brillante journaliste, pour ne pas dire bruyante. Alors, elle, son kiff, ce n'est pas les selfies faites par-ci et par-là pour montrer au monde qu'elle a de belles attributs, mais son truc à elle, c'est la géopolitique mondiale. Tant mieux, serait-on tenté de dire, pour une fois qu'une fille ne s'intéresse pas aux faits divers, style une femme a coupé les attributs de son mari pour que celui-ci ne puisse pas épouser une seconde dame, genre de faits divers qui pilulent dans scène web et autres sites internet très peu recommandables. Là, c'est mon côté misogyne qui parle, quitte à se mettre au dos toute la gente féminine de cette station de radio. Revenons à Naira. Esprit libre au penchant plutôt complotiste. L'Arabie Saoudite et les Occidentaux semblent être ses têtes de Turcs. Allez savoir pourquoi, mais ce qui caractérise Naira, c'est son indépendance d'esprit. Elle reste comme ça, ma très chère camarade. Et Ahmad Sall maintenant. Ahmad Sall, mon ami, Doui, le fanatique du Juventus de Turin. Le mec tombe malade si son club de cœur perd un match. Le pire, c'est quand il n'y a pas une bouteille de yop dans son frigo à côté. Selon mes enquêtes, le trou de la sécurité sociale française a commencé à se creuser exactement l'année où la Juve a été contrainte de descendre en division 2 du championnat italien. Bref, entre Ahmad et moi, c'est une longue histoire. On a suivi le même cursus scolaire à la faculté des sciences humaines de Nouakchott. Ou du moins, nous nous sommes battus ensemble tous les lundis midi devant les portes du restaurant de l'université de Nouakchott. Allez savoir pourquoi, mais de là à dire que c'est parce que les lundis c'est jour de poulet au restaurant, il n'y a qu'un pas que je ne vais pas franchir. Le mystère reste total. Plus tard, nous sommes retrouvés à l'Institut de géographie de Paris et en même temps, nous avons fait le même job étudiant dans le même restaurant, ce qui me ramène à dire que soit nos mamans ont le même marabout au bled, soit l'un de nous considère l'autre comme un exemple à suivre. Pour conclure, Naira Ahmad Sall, bienvenue dans
info.com. Merci Amadou Kane, c'était l'actu des réseaux sociaux avec Amadou Kane qui a bien voulu bien souhaiter la bienvenue à nos chers nouveaux camarades ici présents. Vous écoutez Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. Maintenant, place au questionnaire. J'explique le principe, je te tutoie parce que c'est la règle de la rubrique. Alors, le principe de la rubrique est simple, il faut répondre à un maximum de questions en 2 minutes. Donc, ça va être un peu difficile. Si tu réponds à 10 questions, tu as gagné. L'idée, ce n'est pas d'avoir tort ou raison, mais juste de donner des réponses rapidement, sans trop réfléchir. Est-ce que tu es prêt, Mohamed aussi? On y va. Tu as Laurent Gbagbo au téléphone. Que lui dis-tu? Je passe. Tu es plutôt Tishtar Hout ou Tishtar Ham? Ham. Pour Nouadhibou. Tu es à Nouadhibou et par hasard, il y a le marathon de Nouadhibou qui s'y passe. Tu y participes ou pas? Absolument. Une bonne paire de gifles, est-ce un mal nécessaire dans l'éducation? Je trouve que parfois ça mérite, oui. Un ami hésite entre la Syrie et la polygamie. Que lui conseilles-tu? Aucun des deux. Aucun des deux. Attention, question très longue. Le gouvernement mauritanien décide par un décret l'interdiction de l'importation de thé et dit que c'est aux Mauritaniens de cultiver leur propre thé s'ils veulent en boire. Tu te mets tout de suite à l'agriculture ou tu rejoins le rang des protestataires? Je rejoins les agriculteurs. Tu deviendras agriculteur Absolument. pour boire ton thé. Tu es plutôt Mrabadoul Mohamed Habibou Rahman ou Mohamed Hassan Ouldedou? Aucun des deux. Tu peux me donner le nom d'un rappeur ou d'un groupe de rap mauritanien? Ben, je communique beaucoup avec Yero Gainako. Bon, c'est déjà ça. Quel est le nom du dernier film que tu as vu? Ben, je ne me souviens plus du tout d'être allé au cinéma depuis pas mal de temps, je n'ai pas été. On reste dans cet univers. Quelle émission de télé es-tu le plus fidèle possible? Les documentaires animaliers historiques. Saurais-tu me dire merci en soninké? Ça, non. Nawari, merci. C'était Nawari. Donc, merci à Mohamed Aussi d'avoir répondu au questionnaire. Mohamed Aussi, est-ce que vous avez un dernier mot à nos auditeurs de la radio rmiinfo.com? Bon, je voudrais simplement lancer ici un appel à la mobilisation. Ici, à Paris, il est prévu une mobilisation pour le 28 novembre. C'est un samedi, et qui sera fêté, enfin qui sera célébré différemment des années précédentes, parce que cette fois-ci, ce sera sous le signe du deuil, donc une marche silencieuse. Mais il est important que pour ce 25e anniversaire, qu'on puisse faire quelque chose à Paris. Ce qui ne nous dispense pas de la mobilisation en faveur d'Inal. Encore une fois, le combat pour Inal, c'est juste une étape qui va déboucher sur les autres étapes qui sont de l'autre côté. Et je souhaite une rapide libération à Biram Daoul Abeid et à son compagnon, à qui je pense beaucoup, même si on ne communique pas beaucoup, mais j'ai beaucoup de pensées pour ces gens-là et un énorme respect pour ce qu'ils ont accompli. Je les encourage en tout cas et j'encourage leurs militants à continuer la pression. Et de l'autre côté, tous les opprimés doivent s'unir, mais s'unir dans la vérité, sans falsification. Nous devons tous travailler main dans la main si nous voulons réussir. N'oubliez pas, pour Inal, on demande vos contributions pour la réussite de ce 25e anniversaire sur Inal même, parce qu'il est prévu de construire un mausolée, si possible, mais ça ne peut se faire qu'avec les moyens. La contribution de tout le monde. La contribution de tout le monde. Je vais vous citer pour conclure cette émission. Donc, je vous cite. J'espère apporter une modeste contribution dans ce combat contre l'injustice érigée en système. Mon souhait, c'est de voir une Mauritanie unie dans la confiance où le mort est libre de rester mort, la haratine est libre de rester haratine, le peuple est
libre de rester peu le soniqué, de rester soniqué, le Wolof de rester Wolof, le Bambara de rester Bambara, mais tous Mauritaniens. En espérant que votre appel sera entendu. Regardez d'ailleurs, c'est presque terminé. Merci à notre invité Mohamed Aussi, qui, je rappelle, votre livre L'Enferdinal aux éditions Harmattan est en librairie et également très disponible sur Internet. Merci à Amadou Khan, Naira Samper, Nadal Wakaf, Seta Kamara, Ahmad Sal, Basile et j'en passe. Merci également à Abdoulaye Si et Christophe Albert pour la technique. Bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, qui nous écoutez en Mauritanie et un peu partout dans le monde. Quant à moi, je vous dis à très vite. Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs avec Saïdou Anne.